l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais sous tension. Connecté. Paradoxal. Chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Louise Chenevière, écrivaine mais aussi chanteuse. Louise Chenevière a écrit Comme la chienne chez POL en 2019 et Mausolée toujours chez POL en 2021. La semaine passée, il a été longuement question de violence et de ces corps de femmes abîmés, dérobés, ravagés par l'existence. Aujourd'hui, donc, on va prolonger la discussion et peut-être dans une dimension plus politique. Que pourrions-nous répondre à un monde si violent ? Alors Louise Chenevière, bonjour. Bonjour. Alors, le monde est très souvent thématisé dans vos romans. Tantôt, c'est un monde qui est à l'origine des blessures. Tantôt, c'est un monde silencieux, indifférent aux douleurs vécues. En fait, c'est un monde qui continue sa marche pendant qu'on s'enlise, qu'on peine à sublimer le vécu, parce que bien souvent, il n'y a pas grand-chose à sublimer dans ces violences vécues. Donc, un monde à la fois absent, indifférent, une présence vague, quoi. Alors c'est une question, je sais, qui est difficile, mais qui nous préoccupe beaucoup dans ce podcast Craquer l'époque, c'est de qualifier en fait l'époque qu'on est en train de vivre. Si vous deviez qualifier le monde dans lequel on est aujourd'hui, quels sont les premiers mots qui vous viennent à la tête ? Je sais pas. Non, mais qualifier, c'est très difficile, d'autant que j'ai l'impression que mon rapport à l'époque a aussi beaucoup bougé. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu sur un mode, enfin, en tout cas, plus jeune, sur un mode... D'abord, adolescente, un mode romantique de lamentation, mais quelle époque dans laquelle je vis, alors qu'avant, bon, tout ça, enfin, d'époque de déploration, quoi. Bon. Et en fait, c'est un monde extrêmement violent, c'est sûr. Mais récemment, j'ai réalisé que c'était devenu un peu contre-productif pour moi de passer mon temps à décompter tout ça et à fixer aussi sur cette violence. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui a changé dans mon rapport à juste me dire c'est un monde extrêmement violent. Mais en fait, je me pose la question de est-ce que y a un monde humain qui aurait été un jour pas violent du tout déjà ? Voilà, c'est une question. Est-ce que il faut faire en sorte que ce soit autrement et il faut se battre pour ça, mais est-ce que ça l'a déjà été et comment ça l'aurait été ? Et puis de me dire que c'est un monde extrêmement violent, mais que c'est mon expérience en fait, et qu'elle se fait là aujourd'hui avec les gens que je rencontre, avec la manière qu'on a de se rencontrer, tout ça, et qu'en fait c'est merveilleux. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que je pense qu'il faut réussir à pas du tout masquer cette violence ou l'oublier. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai beaucoup lu, tout un appareil critique, etc. Et j'ai eu une manière de regarder le monde en permanence ou en permanence disséquer, etc. Et maintenant une forme, pas de distance, mais je veux dire en tout cas d'acceptation du fait que mon expérience à moi, elle est aujourd'hui et c'est tout, elle est comme ça. Donc il y a cette charge de violence, mais il y a aussi la charge de beauté, il y a aussi nos expériences croisées. Et par ailleurs, je pense qu'en tant que femme, bah voilà quoi. Enfin c'est le fait d'être aujourd'hui dans ce monde-là qui fait aussi que il y a cette violence, mais il y a aussi la possibilité pour moi de la combattre, de la travailler, de l'exprimer, de la dire et d'essayer d'être l'individu que je voudrais être d'une certaine manière. Cette liberté-là, déjà, c'est énorme. Enfin voilà, c'est vrai qu'en tant que femme, je veux dire, maintenant moi quand j'entends des gens autour de moi regretter je ne sais quoi ou qu'est-ce, je suis là oui, mais en fait moi c'est vrai que tout ça c'est tellement neuf en fait pour nous, cette question de la liberté du sujet et de se développer dans le monde comme sujet libre, on est encore au balbutiement de tout ça. Donc on revient un peu, sans je parlais la semaine dernière de cette sorte de cynisme désabusé, pessimisme, etc. qui, pour beaucoup d'entre nous, est pas totalement viable puisqu'on est dans des questions de survie et aussi dans des questions d'espoir en fait, tout simplement. De qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. Mais donc la qualifier l'époque, moi je dirais bizarre, mais parce que je trouve que tout est bizarre en fait. Et l'autre jour, je parlais avec des amis qui me disaient oui, mais là, on décide de garder un enfant. Et ils disaient oui, mais en fait, moi je voulais pas d'enfant parce que cette époque est impossible. Et qu'est-ce que ça veut dire si on n'a pas assez lutté ? Mais en fait, je me dis mais à quel moment faire un enfant ça a été quelque chose ? Enfin voilà, en fait, il me parlait d'un coup du Moyen-Âge, mais les femmes mouraient en couche avec 12 enfants. Enfin du coup, voilà, c'est juste en fait tout est sauvage et bizarre, mais je pense que ce qui est perturbant, c'est moi ce qui me donne le vertige souvent, c'est la prolifération quoi, de tout, d'informations, de possibles, qui fait que c'est très difficile peut-être d'être plus là, d'être plus présent. Ça c'est sûr, d'autant plus en ville évidemment, et quand on grandit en ville, moi c'est des questions qui m'intéressent aussi.
qu'est-ce que produit la ville sur les affects, les sensibilités, les rêves. Je pense que c'est quand même une grande machine à oubli, à produire de l'oubli, et ce qui fait que justement beaucoup de souffrances intimes et tout ça sont enfouies dans cette nécessité d'être dans la ville, d'agir, voilà, et qu'à la fois c'est salvateur et en fait aussi complètement destructeur pour les subjectivités, donc moi je dirais bizarre, mais parce que voilà, d'ailleurs c'est le titre d'une de mes chansons, c'est bizarre, mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi, tout est bizarre, mais de manière pas juste voilà cette époque-là déterminée, juste en fait tout est bizarre, quoi. Le fait que, enfin je sais pas, j'étais au Louvre l'autre jour et je voyais des choses et je me dis mais ça des centaines des centaines d'années, enfin c'est bizarre que ce soit là, mais c'est bizarre que ça a été fait, enfin donc une forme de, je vais pas dire d'humour, mais ouais de décalage, de se dire en fait tout est tellement étrange, quoi. C'est vrai que c'est difficile, on sait bien que qualifier l'époque, lui trouver un mot, le terme bizarre, c'est un joli terme. C'est vrai qu'on peut éprouver cette sensation d'une réalité qui stupéfie, d'une actualité qui est toujours plus déroutante. Au moment où on enregistre ce podcast, on assiste à des guerres effroyables en Palestine, en Ukraine et ailleurs, etc. Enfin, je ne vais pas faire la compilation en fait de tous les désastres qui sont autour de nous, mais peut-être qu'il y a une tentation que l'on pourrait avoir, c'est de ne se sentir plus concerné par le monde, de vouloir le déserter. Vous le faites pas parce que vous écrivez quoi sur le monde. Comment en fait rester concerné par le monde? C'est très difficile et on va revenir encore une fois à ces questions de de ce que les corps peuvent supporter et les sensibilités, et quand on se débat comme c'est mon cas particulièrement en ce moment avec des souffrances, on va dire intimes, et qu'en fait chacun est quand même englué dans ses propres souffrances. C'est ce que fait l'époque, quoi, je veux dire, de la dépression, etc. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on perd le contact. Si on était absolument puissant et absolument on pourrait peut-être avoir la force de regarder en face ce qui se passe. C'est hyper compliqué, enfin je veux dire ces questions des guerres, moi regarder ça comme de l'info, j'y arrive pas. C'est-à-dire me tenir au courant juste de tel fait, nombre de morts, etc. Qu'est-ce que ça dit le nombre de morts? Ça dit rien. Moi j'arrive à ressentir les choses par moment, et dans ce cas-là, c'est insoutenable en fait. Donc c'est très difficile parce que je n'ai pas trouvé la juste mesure. Moi, l'info, en tout cas ce fil continu d'infos, c'est pas la manière que j'ai de me rapporter au monde, et je trouve que ça dit rien. Donc oui, se tenir au courant au jour le jour, voilà, c'est quelque chose. Et en fait, pour être à la hauteur de ces choses-là, il faudrait, enfin, c'est l'effondrement, quoi. C'est terrible. Enfin, je veux dire, et dans ce cas-là, effectivement, en fait, on arrête tout. Enfin, je veux dire, tout est rendu vain, absolument. Je veux dire, le fait de faire de la musique, etc. Si on se tient à la hauteur de ce qu'impliquent ces guerres et de ce qu'on voit, donc c'est très compliqué. Je sais pas, en fait, je sais pas comment il faut faire par rapport à ça, comment il faut gérer gérer ces choses-là et gérer nos rapports à, je sais pas. C'est tellement, enfin évidemment, ce qui est aussi extrêmement étrange, c'est la distance et en même temps la proximité, voilà, dans laquelle on est, du fait de cette intrication. Je sais pas, moi j'ai pas de réponse. Et évidemment, il faut pas se désintéresser. Enfin, il faut pas. Il y a pas de. Encore une fois, je veux dire, chacun met en place ses stratégies. S'il y a des gens pour lesquels ces choses-là sont insoutenables et qui éprouvent le besoin de se retirer, qu'est-ce qu'on peut leur dire aussi? Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai pas de jugement en fait là-dessus, parce qu'on sait très bien de toute manière que des gens qui se tiennent très au courant des infos, etc., qui sont des salauds ou qui sont. Donc en fait, voilà, en tout cas, j'ai pas de jugement et pas de réponse. C'est juste plus que déroutant, quoi. D'ailleurs, vous avez choisi un extrait des entretiens avec Anna Akhmatova au bruit du temps. Peut-être qu'on peut le lire, et je crois que c'est assez approprié avec. C'est absolument approprié. Donc, moi, c'est un livre qui m'a bouleversée parce que c'est donc les entretiens que Lydia Tchoukovskaya a eu toute sa vie, enfin, une partie de sa vie avec Anna Akhmatova, et qu'elle a retranscrit ici. Donc, il faut savoir que bon, les écrivains étaient surveillés, sur écoute, etc. Donc, la question de l'écrit était très compliquée. On ne pouvait pas, je veux dire, écrire quoi que ce soit ou transcrire sur le moment. Donc, c'est des entretiens oraux qu'elle a retranscrits. Et d'ailleurs, c'est très beau parce qu'il y avait cette manière qu'avait la poésie russe de circuler, c'était à l'oral, évidemment, pendant ces périodes de répression. Et donc, Anna Akhmatova qui va dire ses poèmes, la plupart du temps, elle les écrit sur un bout de papier, elle les montre à Lydia Tchoukovskaya qui les regarde, qui les mémorise et qui les brûle. Donc c'est assez fascinant toute la manière dont la littérature russe a survécu en URSS de cette manière-là, de manière orale. Et en fait, ce texte est un texte extrêmement vivant parce que
Anna Akhmatova, son fils est déporté pendant de très longues années, donc elle est entièrement prise dans ce que c'est que la réalité de la guerre. Elle n'est pas du tout cette figure qui a essayé d'en faire le régime d'une figure détachée. Savoir que le régime a continué à publier, ou laisser paraître que ses poèmes du début, qui parlaient de roses, d'arbres, ces poèmes un peu symbolistes, pour que le peuple en quelque sorte croit aussi que c'était une grande femme détachée, mais en fait elle est entièrement aux prises avec la réalité de ce qu'a produit le régime sur les corps. On y revient. Donc c'est cette femme qui vit dans des gourbilles, qui traîne dans la pauvreté, et c'est la plus grande poétesse russe, et elle n'a eu de cesse d'écrire. Donc même réduite à ça, même avec son fils déporté, elle n'a eu de cesse de continuer à écrire. Et là, c'est Lydia Tchaikovskaya qui parle, qui raconte. Donc c'est quelqu'un qui vient visiter Lydia, qui elle aussi était écrivaine. Et voilà, elle dit. Puis il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites ? Moi, rien, j'écris. Vous écrivez, un jour comme aujourd'hui ? C'est un travail urgent ? Non, pas particulièrement. C'est-à-dire si, bien sûr, je prépare une deuxième édition de mon livre sur l'art d'écrire de la belle prose. Quoi ? Dans le laboratoire d'une rédactrice. En fait, c'est un livre sur la langue russe. Et vous écrivez cela maintenant, aujourd'hui ? Mais oui, pourquoi ? C'est aujourd'hui qu'on va savoir s'il y aura ou non la guerre. Si votre gouvernement ne retire pas ses fusées de Cuba, ce sera la guerre. Vous comprenez ? Je comprends. Et qu'est-ce que vous faites ? Moi, rien, j'écris. Ou bien il y aura la guerre, ou bien la guerre n'aura pas lieu. De toute façon, on ne me demandera pas mon avis. Je saurai à quoi m'en tenir lorsque ma maison volera en éclats. En attendant, j'écris. En fait, c'est très beau parce que elle joue un peu là de j'écris, donc elle sait bien que l'autre la prend pour une bourgeoise désintéressée ou quoi, mais elle écrit quoi ? Elle écrit un livre sur la langue russe. Et en fait, la langue russe, c'est pas rien, parce que un des conflits en URSS, c'était aussi un conflit de langage, on le sait, c'est-à-dire qu'il y avait la langue du mensonge, la langue politique, la langue à laquelle on a asservi, la langue de la délation, et il y avait cette autre langue russe qui tentait de survivre, et d'ailleurs dans le livre, il y a des moments magnifiques où des détenus écrivent à Akhmatova en lui disant qu'ils ont récité ses poèmes à elle dans les camps et que ça les a aidés. Bon, ça, c'est réel, en fait. Je veux dire, c'est fascinant. C'est difficile à croire, mais le fait qu'effectivement, à un moment, la poésie et que la langue peut dire quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qu'ils trouvaient tous ces gens ? Ils trouvaient une expression, et il y en a une aussi qui lui dit, voilà, Dieu merci, vous n'avez pas été dans les camps, mais en fait, ce que vous dites, c'est ce que moi, j'ai vécu. Et en fait, il y a cette sorte de choses fascinantes qu'effectivement elle n'a cessé de dire, voilà, on va dire la vérité, c'est vraiment un très grand mot, mais en tout cas de continuer à dire, et par cet usage d'une langue vivante, de s'opposer au langage dominant. Ça, je pense que c'est très important, je pense que c'est une forme de combat aussi, bien sûr, de dire les choses, mais de les dire d'une certaine manière. Parce qu'encore une fois, pareil, voilà, la guerre, le viol, on en parle tout le temps, le viol, des chiffres, etc. On en parle tout le temps, je veux dire. Dans les journaux, tous les jours, on ouvre les journaux, c'est pas, je veux dire, je sais pas si on peut dire que c'est un tabou, parce que c'est omniprésent, et c'est même montré au cinéma souvent, je veux dire, mais de quelle manière c'est dit, et de quelle manière c'est montré, c'est ça la question. Et il y a vraiment un conflit dans la manière de représenter, je pense, et au cinéma et tout ça, et dans la langue, pour faire que la langue ne soit pas une langue du pouvoir, donc ou une langue de la communication, ou une langue, voilà. Et donc c'est cette chose-là de dire, effectivement il va y avoir la guerre, donc effectivement on pourrait cesser d'écrire, mais qu'en fait il y a différents niveaux, les choses se situent pas toujours au même niveau, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de continuer obstinément. Et c'est aussi une manière de refuser de céder à cette violence-là, c'est de dire je continue obstinément à faire cette chose par laquelle je me sens exister en tant qu'individu et que j'éprouve ma liberté et en tant qu'humain. C'est bête, mais voilà, aussi de pas céder un moment à cette et il y a ce truc où par exemple je me dis voilà, aujourd'hui le suicide c'est exactement ce que la société voudrait qu'on fasse en fait, c'est répondre exactement à, et donc la dépression aussi, etc., qui sont vraiment des affects qui sont les affects presque de personnes normalement constituées. Je veux dire, c'est normal de ressentir ça, mais en fait décider de pas ressentir ça et de déployer une forme de joie qui soit une joie, je pense, une joie consciente, c'est-à-dire pas une joie dont on parlait, pas une jouissance au premier degré, que c'est celle de la consommation, de je sais pas quoi, mais d'essayer de déployer une joie consciente et constante malgré tout. Et je veux dire, ces deux femmes-là qui se retrouvent en cachette et qui discernent, mais qu'est-ce qu'elles font ? Elles parlent de littérature russe tout du long, mais parce que c'est ça aussi qui leur apporte une forme de joie, qui leur permet simplement de pas complètement sombrer. Et on peut dire, mais qu'est-ce qu'elle peut en avoir à faire de la poésie si son fils est emprisonné ? Mais elle fait la queue pour essayer d'aller libérer son fils, elle le fait. Mais ça n'empêche pas que la poésie, en tout cas,
soit ce qui le permet de sa manière de tenir, je sais pas en vertu de quoi, mais... C'est vrai qu'en vous lisant, quand on lit vos romans, la question du vide, de la possibilité du vide, en tout cas du désaveu pour la vie, est assez forte. On voit beaucoup de relations d'amour qui sont avortées, qu'on voudrait continuer à faire exister, qu'on voudrait redresser, qu'on espérait intense, et puis finalement l'existence se finit par être un peu vague, abstraite, et qu'aux quêtes d'intensité, il succède très très souvent le vide, le silence, la nuit, et une radicale absence à soi, mais aussi aux autres. Est-ce que vous diriez que cette expérience du vide s'est radicalisée dans notre présent? Est-ce que c'est pas qu'une vague humeur, mais c'est quelque chose qui nous enveloppe un peu collectivement? Ça nous enveloppe, c'est sûr. Après, la question justement de la recherche d'intensité, je pense qu'elle est aussi un peu factice et un peu qu'elle nous détourne beaucoup, qu'elle produit aussi justement ce sentiment de vide et de vacuité, d'incapacité à se tenir à la hauteur d'une certaine intensité qui serait, je sais pas laquelle. Mais en tout cas, oui, évidemment, ce sentiment de vide, ce sentiment d'échec aussi, de pas y arriver, de pas être à la hauteur d'eux. Effectivement, c'est quelque chose et de pas être à la hauteur dans les relations justement avec les autres aussi. Oui, le vide, bah non, c'est très... Enfin, de toute manière, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a cette pulsion d'écrire, c'est combler aussi ça, c'est combler ce manque absolu et ce vide que je pense aujourd'hui, effectivement, tout le monde ressent. Enfin, je veux dire, en dépit de cette prolifération folle de tout, d'objets, d'œuvres, de choses qui n'ont jamais... Enfin, on n'a jamais atteint un tel degré d'accumulation, on va dire, et de possibles, et d'œuvres, etc. Mais effectivement, on s'en défait pas de ce sentiment de vide, de vacuité. Alors, c'est la question peut-être un peu brutale, mais qu'est-ce qu'on pourrait opposer à cette sensation de vide? Et en fait, où pourriez-vous aller? Enfin, où pourrions-nous aller dans le monde? En fait, Louise Chenevière, s'il vous était permis d'aller quelque part, où iriez-vous? Et qu'est-ce que vous voudriez faire exister dans le monde? Bah, c'est drôle parce que c'est la première chanson que j'ai enregistrée. Je parlais de ça, mais le refrain, c'est où aller? Je veux dire en général. Et je pense que c'est vraiment la question qui nous habite tous, c'est-à-dire de pas savoir où être en fait. En tout cas tous, vraiment ma génération, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est-à-dire qu'à la fois on croit plus en des choses dans lesquelles on pouvait pouvoir, c'est-à-dire il y a un ailleurs où aller justement qui serait salvateur, ou qui serait... c'est question du voyage évidemment, tout ça, et on est tous pris, enfin je veux dire, et en même temps voilà, nos environnements sont devenus extrêmement hostiles, enfin je veux dire les villes... moi quand je suis à Paris, j'habite un 13 mètres carrés sans douche qu'on me loue très peu cher, du coup je suis très contente, mais voilà, ça j'ai un sentiment d'avoir beaucoup de chance d'habiter cet endroit-là alors que j'ai grandi à Paris. La manière dont les villes justement nous rejettent complètement, et en même temps donc ce fait d'aller à la campagne, en tout cas autour de moi tout le monde est déchiré par cette question-là, effectivement, de où aller, où habiter. Je sais pas, encore une fois j'ai pas de réponse à cette question-là. Moi, j'aimerais aller nulle part. J'aimerais arriver à exister vraiment là où je suis justement. Et ce qui impliquerait justement aussi de plus tant souffrir des choses. Voilà, déjà cette chose-là d'avoir assez de puissance, assez de force pour être là et pas en permanence justement chercher un endroit où les choses s'apaiseraient, tandis que ça n'arrive jamais, je crois. Il fait trop chaud sur la plaine l'été. Il fait trop chaud et je me demande où aller. Il y a comme un air post-apocalyptique aux choses. Les canadaires valsent en valse dans le ciel rose. On attend l'orage, on attend toujours quelque chose, un rivage, le grand amour. Mais il fait trop chaud pour ne rien faire d'autre que rien. Le réel est encendré,
l'être sans destin nu, enfermé dans la chambre. Moi, j'aimerais bien quand même savoir comprendre où aller. Je veux dire en général où aller. C'est une question fondamentale. Mais où aller? Je veux dire en général. Mais où aller? C'est une question fondamentale. Mais il fait trop chaud sur la plaine ce soir. Tourne les pas du ventilo. Je bois du noir. On regrette le Mistral et on regrette l'hiver. Le paradis prénatal, les grandes forêts primaires. Comme le réel est lourd ce soir, claustrophobique. Moi j'ai des rêves d'ailleurs, d'aventures de lointaines Amériques. Mais je sais qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus nulle part, qu'on crèvera comme des chiens, qu'il ait perdu le grand soir. Oh, mais j'aimerais tant se voir quand même. Où aller? Je veux dire en général. Où aller? C'est une question fondamentale. Mais où aller? Je veux dire en général. Où aller? C'est une question générationnelle. Où aller? Où aller? Où aller? Donc on vient d'écouter Où aller, qui est votre premier morceau. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment vous êtes mis à écrire de la musique, puis à chanter? Alors, il s'appelle Il fait trop chaud, le morceau. Non, mais c'est effectivement le refrain, c'est où aller, donc c'était très à propos de ce qu'on disait, mais en fait, celui-là, je l'ai écrit un après-midi de canicule, mais vraiment, c'était impossible de bouger. Et justement, moi, j'ai grandi à Paris, je suis partie de Paris, je suis allée dans le sud, un peu comme beaucoup de gens, et donc, et c'était juste un moment où j'étais là, et je me disais, waouh, mais en fait, ce moment où on rêve d'échapper, et vraiment, et j'ai vu ce moment où je me disais, mais en fait, il n'y a plus nulle part où aller, quoi. Effectivement, il y aura, et puis cette canicule, elle sera apparaît partout, et je pensais à mes amis qui étaient à Paris et qui étaient en train de souffrir aussi terriblement de tout ça, bon. Et donc, et c'est en tout cas le premier morceau que j'ai enregistré. La musique, je sais pas, c'est assez mystérieux, parce que, bon, déjà, Mausolée, le deuxième livre, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on s'approchait de la chanson, en tout cas d'une forme. Et dans Comme la chienne, c'était là aussi, moi j'ai toujours aimé les formes orales, et encore une fois, c'est mon obsession, mais je pense que c'est parce que quand on entend une voix, on entend un corps, on entend véritablement ça. Et donc, dans mes livres, en tout cas, il y a ce truc très marqué de ça halète, quoi. C'est là, c'est en suspens, c'est vraiment une voix, et c'est vrai que moi je les entends. Je les entends dans ma tête, les livres. Je les écris de la manière dont je les entends, et donc avec cette ponctuation bizarre, mais qui reflète justement le bégaiement du corps, enfin, donc. En tout cas, je pense que je tendais déjà un peu vers cette forme-là. En fait, c'est là depuis toute petite parce que j'ai un père musicien, mais je pense que j'ai un peu... je sais pas pourquoi, mais peut-être pour une question de légitimité, mais pendant longtemps, j'ai fait une canne, j'ai essayé de faire les choses bien et d'une certaine manière, et
et j'ai beaucoup rejeté, je pense, cet héritage que j'avais de pop musique et aussi de folk musique, beaucoup de musique américaine, en pensant que voilà, tout ça c'était peut-être un peu mineur. Et en même temps, j'ai eu de cesse d'écouter en boucle et d'écouter que ça, quoi. Leonard Cohen, Bob Dylan, enfin Gainsbourg quand j'étais gamine, même si aujourd'hui j'aime plus Gainsbourg, mais en tout cas, donc ça a toujours été là. Et en fait, je pense que pour moi, finalement, la ligne, elle est très ténue, mais je pense que pour les grands songwriters, qui sont aussi, pour moi, des grands interprètes, enfin, c'est de la littérature, enfin, tout ça, et voilà. Donc, moi, je suis arrivée, je sais pas, un jour, j'ai décidé voilà, je me suis levée un matin, j'ai dit, en fait, je veux chanter. Et c'était là, et c'était pas facile, et du coup, il y a tout ce truc à apprendre aussi d'être sur scène, qui sont aussi des choses très difficiles, là encore, d'accepter le regard sur soi, bon, c'est très différent, et puis, comme je fais des choses, en tout cas en musique, pour l'instant, qui sont aussi très à nu, très intimes, et que je suis sur scène avec un piano-voix, c'est dur. En tout cas, c'est une mais je sais pas bien exactement ce qui me pousse à vouloir aller sur scène. J'ai pas encore élucidé ça. Je pense quand même qu'il y a une part de désir des autres, en fait, encore plus forte que dans la littérature, parce que c'est vrai que c'est trop difficile d'écrire un livre, quoi. C'est des mois et des mois de solitude, voilà, on peut pas partager ça, il y a quelque chose de... Et là, d'un coup, ce truc de partage, tout de suite, qui est très fort, je pense que c'est ça que je cherche. En fait, je pense que pour le coup, là, je pourrais dire que c'est le monde que je cherche un peu, plus. J'ai eu la chance d'assister à l'un de vos concerts, et ce qui m'a semblé, en fait, en vous voyant sur scène, c'est que comme si vous retrouviez un rapport respirant avec le monde. Est-ce que c'est de l'ordre de la sensation, mais de la respiration aussi Après, vous m'avez vu avec mon groupe, donc à côté, que j'ai. Et là, c'est vrai que il y a une dimension plus, en tout cas, d'amitié, déjà très forte, de jeu. C'est plus facile pour moi que d'être seule. Le solo, c'est encore autre chose, mais effectivement, quoi, alors, c'est pas que facile du tout, parce que j'ai le même rapport au texte, c'est-à-dire que... Mais en tout cas, c'est vrai que la manière dont même les textes me viennent instantanément avec la musique, et là, avec le groupe, c'est merveilleux, en fait. C'est ce truc d'amitié, de jouer avec des gens qu'on aime, et de voir la musique se faire, et de voir les textes se faire. Et c'est assez... Enfin, l'autre jour, en tout cas, on chantait, donc il y a la guerre qui a éclaté, j'étais au téléphone avec des amis, on parlait de ça, et après, j'allais répéter, et il y a un morceau que j'ai écrit récemment, et je l'ai chanté, et je me suis dit, je me sens pas déshonorée de chanter ça, au regard de... Enfin, il y avait quelque chose où je sentais que je disais dans cette chanson des choses qui me paraissaient être des choses importantes à dire, et je sais pas, c'est pas du tout à la hauteur ou quoi, mais en tout cas, voilà, il y a une manière dans l'expression là que je trouve dans la musique d'être plus en contact avec le monde, je dirais, que dans cette forme d'écriture extrêmement solitaire qui implique je sais pas, une forme de flagellation aussi, écrire un roman chaud. Et là, d'être avec les gens tout de suite, les amis, faire la musique, d'être avec le public et de ressentir en fait vraiment cette émotion là avec d'autres, c'est assez fort. J'ai l'impression en tout cas, je pense que dans la musique, ce que je cherche, moi, c'était rejoindre le monde que j'ai un peu perdu aussi dans les livres, c'est-à-dire dans cette solitude là de l'écriture. On arrive au terme de ce second épisode, mais on peut pas se quitter sans se demander ce qu'on va faire demain, et qu'est-ce que vous allez faire demain. Est-ce que vous allez continuer à faire de la musique, continuer à écrire? Qu'est-ce que vous allez continuer à proposer au monde? Alors, je travaille quand même sur un 3e roman qui est là et encore plus difficile que les autres à écrire. Déjà parce que j'y parle au jeu, et donc je suis débarrassée d'un jeu réel. Donc je suis débarrassée, je pense, que de ce qui était dans Comme la chienne pour moi des masques, mais même vis-à-vis de moi-même. Et c'est un texte qui s'appelle Blackout et qui parle d'oubli, mais bien sûr de mémoire, et de comment ces choses-là vont et viennent, et qui s'ancrent dans ces expériences que j'avais gamine de faire des blackouts quand je buvais beaucoup. Et bon, voilà, c'est vraiment un texte sur la mémoire, l'oubli. Voilà, je peux pas en dire beaucoup. Enfin, si, je pourrais en dire beaucoup plus. C'est un texte très en colère pour le coup, qui va assez loin dans la colère et dans le... Voilà, et donc j'espère que ce sera un texte joyeux aussi. Et puis la musique, beaucoup. Et ouais, voilà. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Romain Huette.